Bonsoir à tous. Je recommence et en espérant qu'il n'y aura pas de problème. Donc, ce que vous a pas dit notre très cher hôtesse, c'est que je suis à quelques années de la retraite et donc loin d'être un geek, je suis un utilisateur des médias contemporains, euh, un, un peu un peu handicapé et que je suis meilleur maçon que je ne suis informaticien. Voilà. Donc, en tout cas, pour vous rappeler que en fait, dans cette période un peu compliquée, ce que je voulais faire, c'est de vous emmener à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'on va parler d'une trajectoire architecturale. Dans l'espace, parce qu'on va pas aller faire un petit tour en Europe et puis faire un aller-retour à La Réunion. L'idée, c'est quand même de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire architecturale et comment, à travers ce qu'on peut lire à La Réunion, sur 350 ans d'histoire architecturale, on est en présence d'un condensé, d'un raccourci super intéressant, mais à la fois révélateur des grandes difficultés et des grands enjeux de l'île de La Réunion en termes d'urbanisme et d'architecture pour les années à venir. Alors, d'abord, ce que je voulais vous emmener, c'est vers une petite promenade. La petite promenade, c'est effectivement se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'architecture traditionnelle ici et ailleurs. Ensuite, on verra quelle est la trajectoire, comment elle a été chahutée pendant ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent les 30 glorieuses et que certains architectes appellent les 30 malheureuses. Et puis après, peut-être esquisser, en tout cas pas une conclusion, mais en tout cas une perche, en tout cas des possibilités de trouver des solutions à travers la problématique et le concept d'architecture bioclimatique qui a une vraie opportunité de réécrire, de se réinterroger et de faire en sorte qu'on ne soit pas dans cette dichotomie entre modernité et tradition, mais plutôt dans quelque chose de beaucoup plus linéaire et tout. Donc, l'idée, c'est de discuter d'abord qu'est-ce que c'est que l'architecture traditionnelle. En gros, dans l'histoire de l'humanité, euh, toutes les civilisations ont vécu à peu près le même cursus, la même trajectoire. L'architecture, c'est d'abord et avant tout, au départ, une architecture d'abri, mais c'est surtout une architecture de cueillette. C'est là où on prend les matériaux sur le site et toute la plus-value de cette architecture, elle est liée au savoir-faire des hommes ou des femmes. Hein. On prendra l'homme comme un terme générique, hein. Vous n'y voyez aucune spéciation quelconque. Et donc, on s'aperçoit que ça soit, là vous voyez, on est dans les Alpes, on est vraiment dans une architecture, moi j'appelle ça ma petite chapelle Sixtine de la montagne. C'est un travail d'une très grande qualité. On voit que les maçons savaient reconnaître, savaient travailler la pierre, savaient faire des appareillages, des arcs de décharge, un tas de choses qui sont d'une très grande beauté. Et qu'en gros, ici sur ce territoire, vous avez trois types de pierres sédimentaires. Et ces pierres sédimentaires, elles sont toutes utilisées dans leur plus belle performance. Voilà. Donc, l'architecture traditionnelle dans le monde et dans l'espace, elle fonctionne toujours de la même manière. En fait, aussi, cette architecture, historiquement, elle démarre sur deux grands principes dans une typologie qui est un peu unique. Vous avez l'architecture poids et l'architecture lien. L'architecture lien, c'est toutes ces architectures qui sont faites avec du bois, avec des végétaux, où c'est les assemblages qui font que le bâtiment il a une certaine tenue. Et l'architecture poids, c'est tout le contraire. C'est une architecture faite avec des minéraux, avec de la terre, et c'est le liant, c'est la gravité. Pour le végétal, c'est le liant, donc le liant. Et pour l'architecture poids, la gravité, le liant, c'est la gravité, c'est la masse, c'est la transmission des charges. Là, vous êtes dans le Kera, vous êtes sur une architecture intermédiaire, mixte. Vous avez un sous-sol, un, un sous-bassement qui est un sous-bassement en architecture poids, et dessus, vous avez une architecture lien qui est la grande fuste et des Kera qui est assez connue. Là,
à chaque fois, c'est des endroits où je suis allé, où j'ai travaillé, ou en tout cas j'ai fait de la découverte. Là, ici, on est dans le Haut Atlas marocain. Et alors là, ce qui est intéressant ici, c'est d'abord, vous voyez toute la couleur des argiles derrière, des argiles vertes. Vous voyez même des maisons, vous les devinez à peine dans la pente. Et là, vous avez typiquement un très très bel exemple d'une architecture avec un matériau qui est peu performant au départ, qui est la terre, mais qui, avec des savoir-faire millénaires transmis, on arrive à des architectures d'abord très très intégrées, mais des architectures où la seule condition de la pérennité de l'architecture, c'est l'entretien. L'entretien du pisé, l'entretien de la bauge, enfin, toutes ces choses-là, des techniques. Et fait très très intéressant qu'on retrouvera partout dans le monde aussi, c'est que là où s'arrête la route, où s'arrête le camion, s'arrête l'architecture conventionnelle et on retrouve de l'architecture traditionnelle. Ici, à Bachkou, dans le Haut-Atlas marocain, la route, elle est à quelques kilomètres et à quelques kilomètres, vous commencez à trouver des constructions en parpaing avec des tôles dessus et qui est très représentative de cette évolution d'architecture qui s'est complètement transformée avec le développement des produits manufacturés et avec le développement des transports. Encore un autre exemple, celui-là, c'est au Népal, dans la vallée du Langtang. Et là, vous voyez encore une architecture mixte, donc qui est faite à la fois avec des matériaux pris sur le site, on est vraiment dans de l'architecture de cueillette, et des éléments de bois très très ouvragés qui sont là plus liés à des dispositifs de, de présentation de qui on est, de représentation sociale, d'affirmation qu'on est dans une communauté, et donc des éléments sculptés sur du bois qu'on va retrouver à peu près dans toutes les maisons de. Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand ça marchait pas très bien, quand on n'était pas en image, c'est que ces architectures, ces architectures de cueillette, généralement, dans les communautés villageoises traditionnelles, je ne parle pas des architectures du pouvoir, hein, je ne parle pas des châteaux, des églises, toutes ces choses-là, où là, depuis très très longtemps, il y a des métiers spécifiques. On dit bien que l'architecte, il est né avec la construction des premières abbayes et les premières cathédrales. Les premières statues d'architectes, on les a trouvées à la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Saint-Denis, où il y a des portraits d'architectes. C'est celui qui tient le trait, c'est celui qui trace, c'est celui qui tient la ligne, c'est celui qui fait les purs. Donc ça, c'est le premier signe. Mais ici, on est des architectures sans architecte, où on est sur où c'est l'ensemble des savoir-faire qui est partagé par toute la communauté. En gros, jusqu'au 19e siècle, dans les communautés rurales, chaque communauté avait une connaissance à peu près la même des grands principes à la fois de construction, mais aussi à la fois de représentation. Donc, quand on appartenait à la même communauté, on avait les mêmes croyances. Lévi-Strauss disait qu'on avait les mêmes peurs, mais on avait donc aussi les mêmes maisons qui sont les abris à la fois des personnes physiques, mais qui sont aussi les abris de la croyance, des rêves, des cauchemars et bien d'autres choses. Donc là, on est encore dans une architecture mixte. Là, on se rapproche un peu de la Réunion, on est à Madagascar, sur la grande île, en face de Nosy-Bé. Et là, on retrouve, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès par la Grande Terre, en cœur de Grande Terre, et on est réellement dans une architecture, celle qu'on trouvait à Mafate encore dans les années 30-40, jusqu'à la départementalisation à peu près. On en retrouvait quelques-unes. La première fois que je suis venu à La Réunion, c'était en 2004. J'ai vu encore à Mafate quelques maisons totalement construites sur les bases de l'architecture végétale, avec des poteaux qui étaient plus du bois de fer, du bois de natte, mais qui étaient d'autres types de bois, mais avec des fascinages, avec du treillage, avec une utilisation très très intelligente du vétiver et tout. Donc là, on est à Madagascar et on voit que c'est des communautés qui ne sont pas reliées à la vie urbaine par des routes. Donc on est dans une construction architecturale partagée à peu près par tous les habitants du village, et donc on est réellement dans cette architecture de cueillette avec un savoir-faire partagé.
La grande différence qui va arriver avec l'architecture conventionnelle, alors là, le petit travail de recherche qu'on est en train de faire, on travaille sur le cirque de Mafate. On a fait tout un travail spécifique sur la trajectoire de la case mafataise aujourd'hui. Et donc là, vous voyez, vous allez voir en 4 diapos, en gros, quelles sont les 4 grandes étapes. Donc des soubassements, là, on est un peu dans ce qu'on appelle le cabanon malgache, un soubassement en pierre, pierre sèche, et dessus une construction mixte, à la fois avec des planches, avec des perches, et puis avec du vétiver ou du latanier pour la couverture. Donc là, on est très très proche. Vous verrez d'abord en regardant bien la construction des charpentes. C'est des charpentes simples qui ne sont pas triangulées. C'est des charpentes qu'on va retrouver au Yucatan, qu'on va retrouver en Indonésie, sur les grandes longères, tout dans certaines îles du Pacifique et tout. Donc on est vraiment... voilà. Alors ce qui est intéressant quand on regarde ce type aussi d'architecture, c'est qu'on s'aperçoit, quand on parle d'architecture, on a tendance à parler patrimoine, et cette notion de patrimoine, c'est une notion très compliquée et pas facile à manier. Parce que, en fait, ce qui fait sens, ce qui fait patrimoine chez nous, par exemple, une ferme du XVIIIe siècle, peut être très bien pas du tout du patrimoine dans une haute vallée du Langtang ou du Pérou, parce que ces modes d'habiter, c'est des modes d'habiter contemporains. Et si nous, ça ne l'est plus, si nous, on a patrimonialisé ces modes d'habiter, chez eux, c'est encore du vivant. Il y a une anecdote très marrante, c'est à un moment donné, je suis allé travailler sur un champ de fouilles sur le chemin des Dames à Paris, entre Reims et Paris. Et on a travaillé sur une grande longère proto-historique, 4000 ans à peu près, juste avant, enfin les tout débuts de l'époque de l'agriculture. En fait, c'était une grande longère avec pas de charpente, mais avec un poteau central. Et quelques années plus tard, j'ai retrouvé au Yucatan des maisons habitées par les descendants des Indiens Lacandons, qui sont exactement la même architecture et qui sont habitées de la même manière. Donc on voit avec un peu plus de presque 4 millénaires, on a des mêmes architectures dans des espaces différents pour des fonctions. Pour nous, c'est de l'archéologie, puis pour eux, c'est de la construction contemporaine. Alors ici, là, vous voyez l'évolution, c'est qu'on commence à trouver du bois et on commence à trouver les premiers bidons, donc qui sont issus, alors là, carrément, qui sont arrivés en bateau, hein, donc des premiers colons, où on commence à faire des bardages avec des bidons déroulés, avec des choses comme ça. Donc, la troisième étape, alors ce qui est intéressant, c'est que la première volumétrie du cabanon, là, à Mafate, c'est resté jusque dans les années 70, le prototype, la volumétrie à peu près de tous les îlettes. Voilà, c'est toutes les maisons dans les cases qu'on trouve dans les îlettes sont souvent n'ont pas vraiment changé de taille parce qu'on est vraiment dans des modes d'habiter organiques. On n'est pas dans les maisons familiales comme on le trouve maintenant, où on retrouve toutes les fonctions organiques sous un même toit, mais la grande particularité de la manière d'habiter à La Réunion, les concessions ou les propriétés, les parcelles, c'est une manière complètement organique où on retrouve un potager, on retrouve un jardin, on retrouve la case, on retrouve le boucan, on retrouve le poulailler. Et tout ça, c'est des éléments dispersés sur une parcelle, agencés et partagés par des plantations de vergers, par des bois de couleurs, par un petit jardin d'exotiques à l'entrée, parce que les Réunionnais ont une très grande force, c'est qu'ils patrimonialisent au bout de 5 ou 100 ans des espèces exotiques importées au XVIIe, XVIIIe, XIXe. Donc on est dans quelque chose d'assez riche. Et là, on voit déjà l'évolution du cabanon. Et là, c'est un petit peu sa transcription contemporaine, celle qu'on trouvait qu'on trouve encore aujourd'hui, avec par contre depuis une quinzaine d'années une perte sur les revêtements en bardeaux de tamarin qui ont disparu, et puis une perte aussi des mots des natures, les poteaux qui disparaissent derrière le bardage,
enfin, une espèce d'appauvrissement et de banalisation. Quand même, ça vaut le coup de présenter des éléments. On est encore à Mafat, c'est une habitation privée, c'est une des rares à étage où on voit là que quand même on a récupéré tout le vocabulaire un peu symbolique de l'architecture créole. Et donc, même à Mafat, on a des volumes qui peuvent s'hypertrophier, qui peuvent être plus de la représentation des volumes, des volumétries qu'on trouve dans les bas ou sur les plans est. Ce qu'il faut voir dans cette première présentation, c'est que d'abord, l'architecture traditionnelle, c'est une architecture de cueillette, qu'elle est quasiment universelle, qu'il y a deux grands types de techniques, en tout cas de concepts de techniques, c'est le lien et le poids. Donc, et avec ça, on arrive, et en croisant les deux, on arrive à décrire l'ensemble des architectures qu'on peut trouver. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, dans ces architectures traditionnelles, la plus-value, elle est chez l'individu, elle est chez celui qui construit. Il construit avec des matériaux peu performants, mais avec la manière, avec l'apprentissage, avec le temps de travail dessus, on s'aperçoit que avec cette grande capacité technique, ces boîtes à outils qu'ont développé les artisans, les maçons ou les habitants tout simplement, ils ont fait avec des matériaux peu performants des constructions qui sont souvent séculaires, parfois millénaires, à condition qu'elles soient entretenues. Le grand mythe de l'architecture conventionnelle, pour ne pas dire contemporaine, c'est les assurances avec la garantie décennale. De penser, il y a 50 ans, c'était impossible de faire penser à un paysan qu'il fallait qu'il garde du temps de travail pour entretenir sa maison, pour planter quelques arpents de seigle pour pouvoir recouvrir sa maison, couper du bois pour pouvoir réparer et tout ça. Donc tout ça, ça faisait partie du quotidien. C'était pas une tâche de plus, ça faisait partie du quotidien. Voilà, donc là, on a fait un petit tour. Donc ce qui était important, c'est ça, et que la plus-value à l'époque, dans tous ces types d'architecture, c'est vraiment les savoir-faire et c'est vraiment la boîte à outils. Aujourd'hui, avec l'industrie des énergies fossiles, donc avec le développement des routes et des transports, avec le camion et tout ça, aujourd'hui on voit que la plus-value, elle est dans les matériaux manufacturés, elle est dans l'ingénierie de construction des matériaux, et pas mal de maisons ne sont plus devenues que des maisons avec des éléments assemblés. Il fallait 20 ans pour qu'un maçon, dans les années 30-40, puisse connaître l'ensemble des éléments de sa boîte à outils, depuis les pinceaux à rechampir, à faire des décors à la chaux, jusqu'à la taille de la pierre ou à faire des enduits fins de stuc et de stuf. Et aujourd'hui, en 3-4 mois, vous apprenez à monter un mur en aglo, et puis vous apprenez à faire un coffrage un peu rudimentaire d'un linteau. Donc on voit qu'il y a eu un transfert d'intelligence dans les matériaux manufacturés, et on a perdu sur les savoir-faire. D'où cette grande fascination qu'on a encore des compagnons du devoir et autres, parce que c'est des gens qui sont dans le faire, et ils sont pas c'est pas des poseurs, quoi. Voilà. Alors, là j'ai un micro avec un petit enfant, c'est sympathique. Une trajectoire architecturale chahutée. Alors, pourquoi chahutée? Parce que oui, là on a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc là, on a une trajectoire architecturale chahutée. On a vu, en gros, si vous partez depuis les premières architectures qui sont des abris, que ce soit des abris pour des communautés qui étaient des communautés nomades,
des abris pour les premières communautés sédentaires. On a commencé à gérer des stocks avec l'apparition de l'agriculture, on a commencé à faire des enclos avec l'apparition de l'élevage, et là on a commencé à complexifier. Et puis là, d'un seul coup, les architectures éphémères n'étaient plus faites parce qu'il fallait protéger aussi des stocks, des biens et ceci. Donc, un début qui remonte très très loin. On sait que les premiers greniers avec les murs de défense, ils datent à peu près de 4000 ans. C'est en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, ou c'est sur l'actuel plateau de la Beka en Syrie, au Liban. Donc vous voyez, on est sur des trucs, des choses assez. Donc cette architecture traditionnelle, elle s'est maintenue en se spécialisant, en évoluant avec des transferts de savoir-faire. On parle, quand vous êtes dans les Alpes en métropole, on parle toujours des maçons italiens ou des carreleurs portugais, mais tout ça, c'est une réalité. Il y a un transfert de savoir-faire, mais en gros, ils avaient tous une connaissance assez parfaite des matériaux de leur site, et à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils réapprenaient à domestiquer, un peu d'ailleurs, comme l'agriculture et l'élevage, à domestiquer les matériaux. La période qui va suivre, alors là, avec des exemples qui sont à La Réunion, hein, c'est une période qu'on va situer à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 80. C'est une période où, d'un seul coup, ce qu'on va appeler, nous, moi, je n'ai pas appelé ça architecture contemporaine, j'ai appelé ça architecture conventionnelle. C'est là, effectivement, c'est la création d'un modèle d'habiter qui lui aussi devient universel. C'est le développement de la maison individuelle et du lotissement. C'est l'extension. C'est le mythe de la maison qui répond à. Enfin, c'est un mythe qui a été aussi fabriqué. Hein. Les gens ne sont pas passés comme ça de la maison rurale avec la pièce unique, avec la pièce de vie, puis les chambres et les pièces de nuit, à quelque chose aujourd'hui où on a un petit salon dans les années 60, les petits pavillons, il y avait le petit salon, il y avait la petite salle à manger, tout ça. Et tout ça, c'était une espèce de réduction de la maison bourgeoise du 19e. Donc, et avec l'arrivée du ciment et des matériaux manufacturés et la création de modèles, c'est-à-dire le développement et puis un enrichissement quand même de chacun. Chacun a voulu avoir sa case à La Réunion ou sa maison individuelle en métropole. Alors, je n'ai pas mis de photos de la métropole parce qu'ici, on est à La Réunion, mais je vous ai mis quelques photos de La Réunion où vous pouvez voir cohabiter deux âges, deux périodes de construction. Une période où on est encore dans les années 20, la petite maison devant sur son muret, où on recherche quand même, on a encore des mots des natures, on a encore des volumes qui correspondent vraiment à ce que c'était que la case créole généralisée à l'époque. Puis derrière, vous avez la grosse maison un peu matu vue d'une évolution et qui, elle, et devient presque le modèle de la maison urbaine, en tout cas dans les planèzes et dans les villages des Hauts. Donc on s'aperçoit que d'ailleurs en urbanisme, il y a la même évolution. Là, je vous ai fait voir. On aurait pu prendre des exemples très très réussis. Hein. Il y a de très belles choses à La Réunion. J'ai des adresses, j'ai des photos et tout ça. Et là, je vous fais voir aussi ce qui est la grosse tendance. C'est-à-dire que non seulement l'architecture se banalise, mais en même temps, la relation à l'extérieur, la relation aux espaces publics, cette transition qui était avant le jardin créole devant la façade. Et le jardin créole, c'était un peu comme le jardin de la Renaissance. C'était une transposition, c'était un rabattement de la façade sur le devant avec un petit axe de symétrie, avec de temps en temps des espèces exotiques plantées, mais quand même qui étaient qui avaient comme le troène, des choses comme ça qu'on retrouve aussi pas mal à La Réunion, mais quand même qui donnaient un ordre très fort, et la gestion entre l'espace public et l'espace intime, l'espace privé, dans la case traditionnelle réunionnaise et dans ce qu'on appelle la concession, la manière d'habiter, il y avait vraiment des espaces de relation. Et aujourd'hui, on voit que
à peu près tous les 10 à 15 ans, on remonte les murs à peu près d'1 mètre, quoi. Ça change de matériaux. Et donc, on a un appauvrissement du rapport à la rue, un appauvrissement du rapport à l'espace public et aussi un enfermement. C'est-à-dire que à La Réunion, avant, on était peut-être enfermé par une canopée de végétaux, mais ces végétaux, c'était une nourricière. Alors, il y avait des litchis, il y avait des mangues, il y avait tout un tas de choses. Et au sol, il y avait des plantes, il y avait un potager, on faisait du songe, on faisait ce qu'on mange aujourd'hui quand on fait les ravages à grands coudes. Donc, on était dans une occupation de l'espace qui était à la fois de protection et d'habitat et de refuge social, mais aussi une habitation avec un jardin nourricier. On commence de plus en plus à voir disparaître les jardins nourriciers. Reste encore quand même très très souvent, même en cœur de ville, les poulaillers, ce qui est quand même assez intéressant. Mais le jardin nourricier, là, qui faisait qu'il y avait un petit peu d'autosuffisance, il est en train de disparaître complètement. Une autre aussi, c'est toujours ce prisme. Là, on a encore une toute petite maison avec quand même le rempart derrière, un cadre qui est quand même complètement exceptionnel. Et puis alors là, une banalisation quand même des matériaux, ces espèces de rails en claustral, là, ces portails qui sont immenses. Et puis, toujours en second niveau, la maison qui, elle, comme un ex-voto, comme ça, la modernité est posée sur un espace dégagé. Voilà. Là, une friche d'une ancienne case béton. Alors ça, cette case béton, on les retrouve, c'était un modèle, c'est un peu... c'est toujours pareil avec la vraie architecture contemporaine telle que de Le Corbusier ou Bossu à La Réunion. On retrouve toujours après des déclinaisons vraiment très médiocres d'une architecture qui pouvait être une très grande intelligence et qui correspondant à un moment donné, à un lieu donné, à une vraie expérience de construction constructive et tout, qui était somme toute intéressante. Là, aujourd'hui, ce qu'il y a le vrai problème aussi qu'on peut voir entre architecture traditionnelle et architecture contemporaine, notamment toutes celles qui sont liées au béton, c'est que les architectures traditionnelles, quand un mur en pierre tombe et qu'il est égourdi à la chaux, bah, ça reste de la pierre qui est réutilisable. Donc, et quand on veut démolir une maison, à part aujourd'hui de l'emmener dans un centre pour en faire du granulat et de récupérer les fers, on n'est quand même pas dans la réversibilité qu'on pourrait attendre aujourd'hui de l'occupation du sol et tout ça. Et là, cette petite maison, toujours bien entretenue, où d'un seul coup, on a complètement changé son rapport à la rue. Donc, quand on passe, là, on est sur la Nationale 3, la plaine des Palmistes. Quand on se recule, on s'aperçoit qu'il y a deux très, très beaux arbres avec un axe de symétrie magnifique et que cette maison, avant le nouveau tracé de la RN3, cette maison, elle avait un vrai jardin qui était vraiment le rabattement de cette façade, qui était vraiment... Cette maison était mise en scène complètement par le jardin et tout. Et aujourd'hui, mais sur plein d'endroits comme ça en centre-ville, vous avez des clôtures qui des fois sont à 80 cm des façades. Donc on a un rapport à la rue, un rapport à l'enfermement qui est... Alors, on sait bien qu'à Réunion, on a cette pratique du changement d'air et que... alors, peut-être qu'avant, on fuyait la chaleur. Maintenant, on a un rapport avec la nature. C'est aussi une volonté de retrouver des espaces et une espèce d'harmonie avec ce qui nous échappe dans les espaces quotidiens comme celui-ci, où on a effectivement une belle carte postale, mais qui ne correspond pas à ce que certainement les personnes attendaient en termes de qualité de vie. Bon, là, pareil, un petit vestige en plein centre-ville, donc la Castole. Alors, la Castole, elle montre là son mauvais côté, mais la tôle, quand on travaille avec les architectes contemporains, que ce soit en métropole ou à La Réunion, vous voyez des architectes qui sont de vrais designers, qui savent utiliser des matériaux de synthèse d'une manière très, très intelligente, la tôle,
en bardage, en alternant avec du bois, en alternant les polycarbonates pour avoir des surfaces éclairées, un tas de choses qui ne sont pas prépondérantes, qui sont aussi une manière d'utiliser intelligemment les matériaux de synthèse qui existent. Le problème, c'est qu'il ne faut pas opposer l'architecture traditionnelle à l'architecture conventionnelle ou la réécriture à travers l'architecture bioclimatique et un design réapproprié. Il faut voir que tout ça, il peut y avoir des complémentarités. C'est un problème de posture. Et alors celle-ci, elle est très intéressante parce que si c'est une nouvelle. Là, vous avez sur la gauche, vous avez une maison en rondin de bois, une maison un peu canadienne. Et puis là, vous avez un court de tennis avec un clubhouse dessus, quoi. L'intelligence de ces grands jardins, de ces maisons créoles qu'on voit encore sur la nationale 5, non pas la 5, la 2, celle quand on va entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, où on a encore cette espèce de proximité avec le jardin, et on sent que la maison elle est quelque part derrière, qu'elle participe complètement. Et là, ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus, et c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus à Mafate. C'est qu'on voit que les concessions, comme maintenant, il y a quelques tractopelles, quelques petites pelles sur chenillettes et tout, on s'aperçoit qu'on s'affranchit d'une partie de la pente, d'une partie des accidents, on crée une plateforme, moi j'appelle ça un court tennis, et puis on lui met un clubhouse dessus, quoi. Et donc cette relation très intime qu'on a dans certains refuges, certains gîtes, certains hébergeurs à Mafate, où on sent que par l'odeur, par la texture, qu'on est quelque part, on est ailleurs, on n'est pas dans les bas, c'est en train de se perdre parce qu'on commence à avoir un service qui est banalisé dans une maison faite pour recevoir les visiteurs, mais qui a perdu le contact avec les cases traditionnelles. Alors, pour un peu faire, pour se rassurer peut-être, pour revenir à des choses, on a essayé rapidement, hein, parce que généralement, quand je donnais des cours à l'école d'architecture, le travail sur la trajectoire, ça correspondait à 5-6 séances, quoi, entre 7 et 8 heures de cours, quoi. Enfin de présentation. Voilà, j'ai essayé de raccourcir tout ça et de plutôt essayer de donner 2-3 messages forts plutôt que d'être exhaustif. Et, donc, ce qui va laisser peut-être beaucoup de monde sur leur faim sur ces choses-là. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire qu'aujourd'hui, c'est que l'architecture bioclimatique, avec les quelques projets qui sont en cours à La Réunion, c'est vraiment une vraie occasion de se réconcilier. D'abord, de se réconcilier avec le terroir, avec le territoire. C'est que maintenant, on construit plus sans vraiment essayer de reconnaître quel est le génie du lieu, où on construit, sur quoi on construit, comment on est en vibration avec le lieu auquel on construit, comment on peut le ménager plutôt que l'aménager, comment on peut laisser courir l'eau comme elle courait, comment on peut s'installer dans la pente sans casser, sans être intrusif. Donc tout un tas de choses comme ça qu'on a un peu que l'architecture dite conventionnelle avec tous ses moyens technologiques permet de s'affranchir. Donc une forme de réconciliation parce que la boîte à outils de l'architecture traditionnelle, elle peut être complètement pertinente pour l'architecture bioclimatique. Et puis, ces nouvelles architectures qui est faite sur la compréhension du site, des potentiels de la ressource du milieu, eh bien, cette architecture, elle est en train de trouver sa place et petit à petit de laisser à penser, à espérer qu'on va effectivement pouvoir se réapproprier cette architecture pour créer des espaces qui correspondent réellement à des aspirations profondes et non pas à des schémas et non pas à des modèles culturels galvaudés ou en fait qu'on n'aurait pas choisi. Là, on vous présente par exemple une concession. Alors en ce moment, on est en train de faire un travail avec un grand bureau d'études à La Réunion. On a travaillé aussi avec d'autres, c'est Le Réunion, sur un schéma des îlettes.
Et là, c'est comment une concession fonctionne, quelque chose de très, très organique, et comment elle se sépare en deux et qu'on retrouve comme deux cellules qui se séparent et qui recréent un même univers. Et à la fois, on est protégé et à la fois, on est chez soi, mais en même temps, on n'est pas vraiment différent des autres. Il y a une, après, tout le travail aussi, c'était en ce moment la demande de plus en plus forte à Mafat ou dans les Hauts, c'est de refaire des grosses maisons, un peu des pavillons carrés, 120 mètres carrés de surface et tout, où, et avec une grosse difficulté de travailler sur la ventilation, sur un certain nombre de choses, sur l'ensoleillement et tout ça. Et donc, le travail qui est conduit en ce moment, c'est d'essayer de se réapproprier les petits volumes qui s'agencent, qui créent des cours, qui créent des espaces intermédiaires, qui créent de l'intimité, et non pas le projet de représentation sociale que peut être le pavillon au milieu de sa parcelle, quoi. Et donc, c'est un travail de réappropriation. Les gens sont très intéressés par ce travail, même si aujourd'hui, faire plusieurs volumes, et s'il y a des architectes qui nous écoutent, ils savent que c'est par rapport à un seul volume compact, ben c'est plus de linéaire de façade, c'est plus de matériaux, c'est plus de. Mais en même temps, ce système de petits modules, c'est plus évolutif. Si vous avez des enfants qui partent au bout de 15 ans, ben vous pouvez transformer en chambre d'hôte. Les Allemands sont très forts là-dessus depuis très très longtemps. Ils construisent des maisons et les chambres des enfants sont construites comme des studios. Et les jours où les enfants partent, ben, travaillant avec l'université voisine, l'école, ben, les maisons ont une autre vie. Et c'est plus simplement, on n'utilise pas 30% de la maison, mais la maison, on continue à la vivre à 100%. Donc là, pareil, c'est toutes les préconisations. Ça, c'est un travail qui a été fait par rapport à des analyses qu'on a retrouvées, notamment sur Rocheplate. On a fait un peu d'archéologie des savoir-faire, archéologie des implantations, et on avait vraiment des propositions d'implantation qui s'adaptaient, complètement adaptatives à la pente, et qui étaient très intéressantes. L'idée, c'est de retrouver ça pour avoir un moindre impact et puis pour avoir le moindre de mouvement de terre, parce que qui dit mouvement de terre dit des impacts souvent paysagers très forts, et puis des difficultés techniques qui dépassent le potentiel de temps en temps des connaissances des gens sur le site et aussi les performances des matériaux trouvés sur place. Alors là, toujours un peu pour continuer dans le même, c'est comment on peut proposer aujourd'hui, tout en conservant la volumétrie, on peut conserver la volumétrie, mais essayer de trouver des designs plus contemporains, toujours avec des matériaux qui peuvent être aussi contemporains, mais qui peuvent être aussi des matériaux biosourcés. Et là, vous voyez les petits plans sur la droite qui sont comment on peut construire une chambre d'hôte, comment on peut construire une habitation, et tout ça aussi par rapport au potentiel financier du porteur de projet. Beaucoup à La Réunion, on est un petit peu comme dans toute l'histoire de la construction. En tout cas, ce qu'on trouvait beaucoup ça dans les campagnes, c'est qu'on commençait par construire un module, un cœur de maison, et puis en fonction de l'évolution de la famille et tout ça, on mettait des ajouts et on agrandissait cette maison d'une manière. Donc ce type d'architecture très, très simple et très adapté à l'évolution de la famille, et puis après à l'évolution des fonctions qu'on pourrait donner, elle est, euh, elle est assez pertinente sur la nouvelle vocation des îlettes de Mafat, qui sont des vocations à 80% touristiques. Mais à cela, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il faut penser texture, matériaux, et que c'est pas pour autant qu'on garde les mêmes volumétries, qu'on ne doit pas garder, qu'on ne doit pas apporter dans le design, dans les textures, dans les peaux, dans tout ça, des matériaux autres et des propositions qui ne sont pas forcément tournées vers la case longtemps. Parce que on voit tous ceux qui travaillent à La Réunion, la tôle, ça reste misère pour beaucoup. Donc, le béton, ça a vraiment été perçu comme de la modernité, comme le béton ou le ciment quand il est arrivé dans les années 50 en métropole. Hein.
c'était un signe de modernité. En 2 jours, vous aviez un mur qui tenait, tandis qu'un mur ourdé à la chaux, il fallait 8 à 15 jours pour que les mortiers prennent et que vous puissiez continuer à construire. Donc là, l'idée, c'est peut-être de renouveler aussi le langage. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est Vous avez coupé votre son. Ah, pardon, c'est bon? Voilà, C'est bon. excusez-moi, j'ai mis un petit coup de coude sur le. Voilà, alors là, je vous ai vraiment, c'est un grand saut en arrière. C'est une machine, c'est une maison machine à habiter dans les Alpes avec une petite tourne. On est déjà dans de la construction bioclimatique là. La petite tourne, ce qu'on appelle la petite tourne, c'est le petit arc là, avec le chaulage en blanc. Ben là, quand le soleil il tape, ben les gens ils sortaient, c'est là qu'ils triaient les pois, c'est là qu'ils filaient un peu la laine, c'est là qu'ils faisaient. Donc, et puis la façade, elle est chaulée pour prendre le maximum de chaleur. Et les parties hautes, là-haut, sont vraiment des boîtes, des greniers. Et je vais vous faire voir la transcription dans une maison bioclimatique en paille, bois et paille, voilà, contemporaine, qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Bon, à part le mur cyclopéen là, en grands cailloux, là, on sent qu'il y a eu un vrai travail d'adaptation au territoire, à la pente. Bon, on voit que le projet n'est pas totalement fini, mais là, on est quasiment dans une maison bioclimatique qui doit être quasiment passive, celle-ci, avec des murs de 40 cm en paille, avec une recherche de l'ensoleillement maximum qui correspond aux courbes du soleil et qui est très très proche de la maison traditionnelle qu'on a vue avant. Là, c'est une autre version d'une maison pareille qui a été là, où on se protège beaucoup du soleil et l'hiver, parce qu'en métropole, le soleil est très très bas, le soleil peut rentrer dans le fond de la maison jusque dans l'espace cocooning du cœur de la maison. Et là, pour terminer, c'est un tout petit regard entre deux postures, entre deux propositions architecturales. Le domaine des tourelles, cette maison, c'est un facsimilé de la maison qui existait avant. Quand elle a été brûlée, quand elle a brûlé et quand elle a été détruite, il ne restait, les seuls éléments historiques qui restent, c'est les tomettes au sol. Donc, on est sur un facsimilé avec une restitution du jardin. Et à côté, la proposition, là, contemporaine du bâtiment du Parc national de la Réunion, qui est une proposition d'architecture bioclimatique où, a priori, sans chauffage d'appoint, sans gestion des surchauffes, l'architecture elle-même, par sa construction, nous permet de vivre dans ce bâtiment avec de temps en temps quand même, faut le dire, une petite polaire au mois de juin, au mois de juillet, mais voilà. Et donc on la voit de plus près. Alors autant l'environnement routier n'est pas des plus agréables, autant le jardin, la restauration du jardin de cette forêt semi-humide des intermédiaires là à cette hauteur. Et puis le fait que, comme le refuge du volcan qui va se construire, on ait fait attention à libérer la pente, libérer les sols pour les eaux de ruissellement et tout ça. On est sur une maison complètement construite sur pilotis, où on ne vient pas s'imposer à la pente, mais on vient se mettre, on vient communier, on vient partager avec elle. Et cette restauration de la forêt primaire, de pied de bois de couleur de là, c'est une espèce d'allégorie à ce que doit être aujourd'hui l'architecture contemporaine, c'est-à-dire une adéquation entre le besoin de bâtir, d'habiter et le besoin de faire vivre aussi cet environnement, pas à côté de nous, mais avec nous sur le même projet. Pour terminer, je vous ai mis une petite image sur un projet sur lequel j'ai longtemps travaillé. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt. C'est le refuge de l'Aigle, bâtiment complètement autonome, passif, héliporté, hors d'eau, hors d'air en 5 jours, et qui, comme l'ancien bâtiment qui était là avant, respecte complètement la plateforme, elle existait. Hein. Et là, on est vraiment dans un projet de symbiose. Ce qui fait patrimoine ici, ce n'est pas le bâtiment, c'est le bâtiment posé sur ce site
Et là, donc, ce site avec le bâtiment, il a été classé site inscrit, c'est un site inscrit, même je crois que c'est un site classé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la posture de l'architecte qui a dessiné ce bâtiment, c'est de renouveler cette symbiose entre le pic de l'aigle et la maison. Et la maison, là, aujourd'hui, avec un entretien assez minime, la propre chaleur des 18 places, là, suffit avec le traitement thermique, avec la création, enfin avec la conception, à maintenir les gens dans une chaleur, plus la cantine, parce qu'on mange, plus le gardien qui fait de la cuisine et qui fait forcément de la cuisine en sauce et tout ça pour ceux qui viennent crapahuter. Voilà. Donc voilà, donc cette petite promenade, c'était pour vous sortir. Moi, il est, je ne sais plus quelle heure, bientôt 7 heures, mais c'était pour nous, là, donc nous, c'est le début du comment ça s'appelle, on ne peut plus sortir à cette heure-ci, là, maintenant, là, donc j'ai une autorisation spéciale. Couvre-feu. Le couvre-feu, voilà, merci. C'est donc on a le couvre-feu, donc je vais profiter que je fais cette petite conférence avec vous pour rentrer un tout petit peu plus tard. Mais l'idée, c'était vraiment de vous faire partager ça, quoi. C'est que quand on est à La Réunion, c'est qu'on a vraiment la chance de voir ce raccourci. On a un peu, c'est très très difficile de retrouver des habitations traditionnelle, hein, où vraiment il y avait une symbiose entre le potentiel du site, de sa ressource, le savoir-faire des hommes, cette intelligence, cette plus-value qui était le savoir-faire. Par contre, on a toute la trajectoire, en tout cas depuis le 19e jusqu'à la fin des années 90, et on commence à avoir des exemples très encourageants d'une architecture qui repose la question du lieu, du site, du climat, des ressources et de la place de l'homme dans son environnement. Merci beaucoup.